Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine dédiée à l'innovation et aux enjeux du numérique. Alors je commencerai par la question des traceurs publicitaires. Quelles sont les nouvelles règles qui doivent s'appliquer en matière de recueil du consentement des internautes? Que risquent les sites qui ne se mettent pas en conformité? Ce sera le sujet de l'interview avec mon premier invité, Grégoire Anquier de Data Legal Drive. Ensuite, au cœur de cette émission, nous aborderons un sujet sur lequel il me semble nécessaire de dépasser nos tabous. Quel est l'avis de nos données post-mortem? Alors nous en parlerons avec des spécialistes, on abordera la question de la protection, du testament numérique, je leur demanderai des conseils pratiques de notre vivant, mais aussi pour les proches des disparus, et ils partageront quelques initiatives étonnantes. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme, ou comment la nature est une source formidable d'inspiration pour les technologies, avant de conclure par l'innovation du jour, une innovation qui va être bien utile pour nos sorties sportives dérogatoires. Mais d'abord, place à l'interview. Bonjour Grégoire Anquier, vous êtes directeur juridique chez Data Legal Drive, une plateforme de pilotage de la conformité RGPD, le règlement européen sur la protection des données. Alors, vous allez nous éclairer sur les dernières actualités en matière de cookies. On rappelle rapidement ce qu'est un cookie. Alors, le cookie, c'est un petit fichier qui vient se déposer dans votre navigateur web et qui va permettre à l'éditeur du site d'obtenir des informations sur votre comportement au cours de votre navigation. Typiquement, ça va être le panier d'achat qui va pouvoir réapparaître une fois que vous avez cliqué la page et qui va réapparaître une fois que vous réactivez la page web. C'est des cookies qui sont liés par exemple à la mesure d'audience. Les éditeurs de sites web ont besoin de connaître le comportement des internautes sur leur site. Voilà, c'est toute une série de petits fichiers et aujourd'hui ces fichiers font partie intégrante de l'écosystème du web. Alors depuis 2019, il y a une loi qui régit ces cookies. Que dit-elle? Alors, depuis 2019, on a un principe qui s'est énormément exprimé, c'est le principe du consentement. Le RGPD, d'ailleurs, a réexprimé cet engagement, cette obligation. Les cookies, jusqu'à présent, on avait une recommandation de la CNIL en 2013 qui autorisait les éditeurs de sites web à mettre en place des petits bandeaux informant les internautes sur la typologie des cookies, et l'internaute avait simplement cette faculté de poursuivre cette navigation, d'accepter, etc. Et donc le fait de poursuivre cette navigation présumait une acceptation des cookies. Changement de paradigme complet avec la recommandation et les lignes directrices de la CNIL qui ont été adressées en septembre dernier. Désormais, l'obligation pour les éditeurs de sites web, c'est de mettre en place une procédure très formelle de transparence et d'acceptation des cookies, et voire même, et il faut le dire, la ligne directrice le disent clairement, donner cette possibilité aux internautes de refuser ou d'accepter. Avec un nouveau principe qui est qui fait peur, c'est que le simple fait de ne pas accepter les cookies et donc de poursuivre la navigation, vaut refus. En quelque sorte, l'inaction vaut refus. Ça fait peur aux sites et aux éditeurs qui risquent du coup de perdre beaucoup d'informations sur leurs utilisateurs. Oui, absolument. Donc cette étape du dépôt. Mais en même temps, c'est important de s'assurer qu'on aura un consentement éclairé de l'utilisateur, parce absolument. Que ce qui se passe aujourd'hui depuis quelques mois. On arrive sur les sites, il y a des gros bandeaux qui nous demandent d'accepter et fermer, ou alors de refuser. En général, pour accéder à notre contenu, très rapidement, on accepte. Est-ce que c'est véritablement un consentement éclairé, Grégoire Anquier? Vous avez raison. On est en train de passer d'un régime du marketing subi par les internautes à un marketing choisi. Le marketing choisi, ça veut dire qu'aujourd'hui, les opérateurs de l'industrie du numérique, les e-commerçants, doivent mettre en place des systèmes via des cookies, pas des cookie walls, mais qui leur permettent qui permettent aux internautes de prendre conscience de manière exacte de la typologie du cookies qui va potentiellement se déposer et d'y accepter, refuser, etc. Et donc c'est ça fondamentalement le grand changement
Alors, vous avez parlé du cookie wall. Alors ça, c'est encore autre chose. Donc c'est quand, en fait, je n'ai pas un simple bandeau qui s'affiche, mais plutôt un gros push qui vient masquer le contenu et qui me demande de faire un choix. Exactement. Alors ce cookie wall, il a fait couler beaucoup d'encre récemment parce que la CNIL, en fait, dans ses premières lignes directrices, avait exposé que ce cookie wall ne devait pas pouvoir s'exprimer. Ce cookie wall, en fait, il empêche l'internaute de pouvoir accéder au contenu. Le Conseil d'État est venu un petit peu régler la situation en disant la CNIL, vous n'avez pas à vous prendre des décisions totales sur le cookie wall. Et donc les sites web ont toujours la possibilité de mettre en place ce cookie wall et donc en quelque sorte un petit peu obliger en fait l'internaute à exprimer un consentement sur au titre des cookies et dans certains cas interdire en fait l'accès parce que le fait de déposer un cookies pour l'éditeur de site, ça présente un intérêt parce que ça va permettre en fait derrière un petit peu de monétiser en fait son contenu. Il va y avoir de la publicité ciblée et donc tout ça fait partie de cet écosystème. C'est-à-dire que le problème, c'est un changement de modèle économique qui s'imposerait. Aujourd'hui, on a beaucoup de sites qui offrent leur contenu gratuitement et qui se font rémunérer donc via des annonceurs, donc via des cookies. Alors, si on partait du principe que le cookie wall était interdit, ça voudrait dire que ces sites devraient changer de modèle économique. Ouais, il n'est pas interdit pour le moment. C'est ça vraiment qu'il faut retenir. Il n'est pas interdit, il est autorisé. Et les choses vont peut-être même évoluer parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, la CNIL en fait, a pris des lignes directrices, des recommandations, mais on a toujours ce vieux serpent de mer en fait, qui est la prochaine refonte de la directive e-privacy, qui est en discussion depuis 2016-2017. L'arrivée du RGPD en 2016, mis en œuvre en 2018, a profondément modifié un petit peu le paysage de la question du consentement. Donc demain, les choses ne sont pas totalement figées. Aujourd'hui, les opérateurs mettent en place en fait des systèmes qui permettent justement de donner de la transparence aux internautes. Qu'est-ce que je fais avec vos cookies ? Qu'est-ce que je fais avec mes cookies ? Combien de temps est-ce qu'ils gardent mon consentement ? Alors, la recommandation, on va dire, donnée par la CNIL, c'est de conserver pendant 6 mois le choix opéré par l'internaute. Et donc je ne vais pas sans arrêt être réinterrogé à chaque fois que je me connecte sur le site. La CNIL le dit bien. D'ailleurs, faut noter que la CNIL fait un formidable travail pédagogique en fait sur le marché. Depuis l'arrivée du RGPD, c'est un travail qui aide vraiment les entreprises en fait à se mettre en conformité. Et non, la CNIL recommande dans ses recommandations que le cookies, le consentement ne soit pas systématiquement demandé quand l'internaute change de page. L'éditeur de site doit conserver en fait cette information, ce consentement ou ce refus pendant une durée de 6 mois. Alors, eux-mêmes ont eu 6 mois pour se mettre en... Enfin, en ce moment-là, ils sont dans les 6 mois pour se mettre en conformité. Je crois que les premières sanctions tomberont en mars, avril de 2021. Que risque-t-il si ils ne se retrouvent pas exactement dans les lignes définies par la CNIL ? Et vous exprimez bien en fait la logique aujourd'hui de la CNIL, qui est une logique un petit peu d'accompagnement, une logique un peu Montessori. Pendant 6 mois, en fait, la CNIL va accompagner avec des guidelines et notamment les recommandations les entreprises pour se mettre en conformité. La logique répressive s'exprimera. On doit aller très vite, on est à la fin de cette émission. Quels sont les risques ? Alors les risques, d'abord, c'est un bad buzz pour l'entreprise de savoir qu'une entreprise ne respecte pas la réglementation et utilise les données personnelles en ne respectant pas la règle proposée par la CNIL, c'est déjà un mauvais signal en fait pour l'internaute. Derrière, il y a les recommandations en fait qui sont issues. Il y a des amendes qui sont Il y a des amendes tout à fait qui peuvent aller jusqu'à voire 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise mondiale. Mais encore une fois, je pense que la CNIL, elle ne va pas être dans une logique de répression avec des sanctions énormes. Elle va d'abord accompagner, faire preuve de pédagogie, et puis petit à petit, les internautes vont pouvoir se mettre en... Marketing subi à marketing choisi, ça peut être aussi un outil pour les sites pour communiquer sur la manière dont ils traitent avec respect les données personnelles de leurs utilisateurs. Absolument. Merci beaucoup Grégoire Anquier, directeur juridique, conformité et affaires publiques chez Data Legal Drive. Nous, c'est l'heure de notre grande discussion sur la vie de nos données après la mort. De même que l'on se préoccupe de garder un certain contrôle sur notre vie en ligne, il est devenu important de s'interroger sur le devenir des données personnelles
Par-delà notre vie charnelle, alors que deviennent-elles post-mortem? Comment se préparer? Qui peut prendre la main sur ces données après la mort? On en parle avec Hugo Fermin. Vous êtes cofondateur de Scan & Learn, spécialisé dans la création de mémoriaux en ligne et de plaques funéraires connectées qui sont fabriquées en France. Philippe Mérable, président d'Advitam, vous accompagnez les familles en deuil dans l'organisation des obsèques sur Internet. Et puis nous aurons également en visio Claire Sambuc, juriste en droit des nouvelles technologies chez eProtego, spécialiste de la protection dans l'e-réputation. Hugo Fermin, je vais démarrer avec vous. Votre société a été créée en mars 2020, c'est-à-dire en plein pic de la crise Covid, première période de confinement. Pourquoi à ce moment-là? Eh bien, écoutez, en fait l'histoire de Scan & Learn a débuté de par le décès de notre grand-mère et le besoin de mon grand-père de mettre en avant sa mémoire. Et en fait, on s'est dit, pendant le Covid, c'est vrai que beaucoup de personnes avaient aussi peut-être l'envie de pouvoir partager la mémoire de leurs défunts, notamment parce que pendant les enterrements, tout le monde ne pouvait pas y assister. Et on s'est dit ce serait un moyen super de mettre en place cette nouvelle technologie. Et ça consiste en quoi un mémorial numérique? Du coup, un mémorial numérique, un mémorial en ligne, c'est une page qui est consacrée à un défunt, qui est composée de photos, de vidéos, ainsi que d'un récit de vie et de témoignages de la famille, des amis, des proches. Mais ça, aujourd'hui, on pouvait avant, je veux dire, la création de votre société, on pouvait tout à fait l'organiser sur des grands réseaux sociaux américains. C'est ça, donc voilà, on va pas les citer, mais c'est vrai qu'on pouvait le faire, notamment avec des comptes justement qui pouvaient être transformés en comptes de commémoration. Mais là, voilà, nous, on va un petit peu plus loin, on va créer quelque chose de plus intime, qu'on peut pas, par exemple, les pages donc des mémoriaux en ligne ne peuvent pas être, on peut pas les retrouver sur Internet, elles sont cryptées. Et donc voilà, et là c'est vrai que c'est vraiment juste la famille qui peut y avoir accès. On peut aussi décider de mettre certaines pages en privé, comme les pages photos, vidéos, les pages aussi témoignages, ou alors le mémorial complet en privé, protégé par mot de passe, choisi par la famille et donc non visible au grand public. Philippe Mérable, parmi les nouvelles dispositions à prendre pour les familles au regard de tout ce qu'on laisse aujourd'hui justement sur les réseaux sociaux, enfin de toute cette vie numérique qui se crée autour de nous, il y a de nouvelles dispositions à prendre au moment des obsèques. Comment est-ce qu'on peut les accompagner sur cette question? Oui, alors du coup nous on est un opérateur funéraire on s'est créé il y a plus de 5 ans. Et très rapidement, on a souhaité accompagner les familles sur la clôture de la vie numérique des personnes, parce qu'on a senti dès le début que c'était un besoin qui, à l'époque, n'était pas adressé. Et notamment, on avait fait une étude où on avait calculé qu'en France, rien qu'en France, sur Facebook, il y avait un décès toutes les 5 minutes qui avait lieu, ce qui est juste énorme. Et il y a une étude américaine également qui a été publiée qui montrait que d'ici quelques années, il y aurait plus de profils de personnes décédées sur Facebook que de personnes vivantes. Donc c'est un vrai sujet. Il faut savoir aussi que nous tous autour de la table, on a plusieurs dizaines même de comptes digitaux, enfin sur des réseaux quels qu'ils soient. Et donc on laisse tous une présence numérique qu'on a besoin de clôturer. Sinon, notre présence continue. Des adresses mail aussi, tout simplement. Des adresses mail, exactement. C'est réseaux sociaux, adresses mail. Ça peut être des comptes, des journaux. On en a vraiment plusieurs dizaines chacun. Et qu'est-ce qui se passe si je laisse tout ça à l'abandon? Si vous laissez tout ça à l'abandon, ça va rester. Justement, personne ne va s'y intéresser. Ça va rester. Et donc, votre présence en ligne va perdurer au-delà de votre propre vie. Et après, sans même évoquer la partie écologique de ce que ça coûte en fait, parce que une page Facebook consomme de l'électricité sur les serveurs de Facebook, et donc si on multiplie ça avec l'ensemble des comptes qu'on a chacun, plus l'ensemble des personnes, des millions de personnes qu'il y a dans le monde, ça fait une consommation électrique phénoménale. Nous allons donner la parole à Claire Sambuc, juriste spécialisée en droit des nouvelles technologies chez eProtego. Bonjour Claire Sambuc. Bonjour. Je ne sais pas si on vous entend bien. Vous m'entendez? Ok. Alors, nos données personnelles post-mortem, elles sont éternelles. Que dit la CNIL à ce sujet? Elles paraissent éternelles, effectivement.
Et le droit s'est emparé assez récemment de ce sujet. C'est qu'en 2016, en fait, qu'on a vraiment pu instaurer un droit à la mort numérique. Et avant, il y avait vraiment un vide juridique sur le sujet. Et c'est qu'à partir de cette loi donc pour une république numérique, qui est venue modifier la loi informatique et liberté, donc qui est vraiment la loi phare en ce qui concerne les données personnelles, qu'a pu être du coup instauré ce droit du coup pour chaque personne de déterminer le sort de ses données après la mort. Donc c'est alors le droit de créer un testament numérique. Et quelle valeur il va avoir, ce testament? Alors, moi, je n'aime pas vraiment parler de testament parce que c'est vrai que les données personnelles, c'est pas un bien, ce ne sont pas des droits patrimoniaux en fait, mais effectivement, c'est la possibilité d'organiser le devenir de ces données. Donc, c'est très important parce qu'effectivement, avant cette loi, il n'y avait absolument aucune solution pour savoir ce que devenaient nos données personnelles. Et les héritiers aussi, c'était également compliqué pour eux de s'emparer de ce sujet-là. Alors, ma question, c'était quelle valeur a-t-il? C'est-à-dire que post-mortem, est-ce que les proches sont tenus d'appliquer certaines règles vis-à-vis de mes données ou de mes comptes? Oui, tout à fait. Effectivement, si des directives existent de la personne, elles ont une valeur juridique et il faut effectivement les appliquer. Alors, on ne peut pas aller à l'encontre. Vous dites que ce n'est pas un bien patrimonial. En même temps, on en parlait juste en introduction de l'émission, de la valeur de ces données aujourd'hui vis-à-vis des annonceurs et tout ça. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se monétise, la data. Alors vous, votre spécialité, c'est davantage l'e-réputation. À quoi sont confrontées des familles en matière d'e-réputation au moment du deuil? Alors souvent, les familles viennent nous voir justement, et c'est effectivement généralement à peu près le même sentiment, c'est qu'elles sont vraiment démunies face à cette immortalité numérique. Et souvent, elles viennent nous voir parce qu'elles en ont assez de recevoir des messages de type réseaux sociaux qui lancent des petites alertes telles que c'est l'anniversaire d'un tel, souhaitez-lui joyeux anniversaire, alors qu'en fait, cette personne est décédée. Et elles se sentent vraiment démunies parce que c'est vrai que c'est très compliqué d'entreprendre ces démarches parce que chaque réseau social ou chaque compte, chaque responsable de site a ses propres démarches. Il faut du coup contacter la bonne personne avec les bons documents et ça peut relever vite du parcours du combattant. Et en matière d'e-réputation, il peut y avoir des choses qu'on n'a pas forcément envie de laisser traîner sur Internet. Est-ce qu'on peut effacer des données? Parce que sur le droit à l'oubli, aujourd'hui, les choses sont assez restreintes et encadrées. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Après la mort? Après la mort, écoutez, c'est pareil, il y a aussi un droit à l'oubli après la mort et du coup, on peut faire valoir effectivement ce droit à l'oubli et permettre à chaque personne de supprimer certains contenus d'une personne décédée. Philippe Mérab, vous vouliez réagir à ce sujet? Oui, je veux juste réagir. La loi qui a été évoquée est très bien, mais c'est une loi franco-française et donc n'est appliquée que pour des opérateurs français hébergés en France et évidemment pas pour des opérateurs américains. Et donc après, tous les grands réseaux sociaux proposent une démarche pour clôturer les comptes, mais ils n'ont pas de valeur contraignante. En fait, ils le font parce que c'est bien pour leurs utilisateurs, mais il y en a plein qui ne proposent absolument rien et il n'y a aucun moyen de... Ils n'ont pas d'obligation à fermer un compte dans un délai défini, par exemple. Non, même à proposer un parcours pour fermer un compte. Ils n'ont aucune obligation. C'est une loi franco-française et eux n'ont pas d'obligation à la respecter. Voilà. Oui, c'est important de le préciser. Hugo Fermin, je parlais de vos plaques funéraires connectées. En quoi ça consiste? Donc du coup, nos plaques funéraires connectées, c'est des plaques en inox carré où il y est gravé un QR code au laser qui, en le scannant, redirige vers donc le mémorial du défunt qu'on crée sur nos serveurs. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui contient photos, vidéos, un récit de vie. Et là, par exemple, à la Toussaint, on a pu en trouver dans les cimetières de vos plaques connectées? C'est ça, donc justement, il y a une autre émission qui a fait un reportage sur nous, justement pour mettre en avant le fait que ça se développait de plus en plus. Et que voilà, c'était aussi... Vous avez des premiers chiffres à partager avec nous? C'est pour l'instant pas vraiment de chiffres à communiquer, vu que ça fait que 2 mois qu'on a commencé vraiment le développement commercial, donc on est vraiment tout jeune. Et donc, on ne peut pas encore faire un bilan. Enfin, les chiffres ne sont pas très parlants pour l'instant. Alors moi, j'ai vu chez vos concurrents que certains utilisaient la réalité augmentée. Oui. Pour rendre encore plus réel ce mémorial numérique. Est-ce qu'il n'y a pas quand même
une certaine appréhension de la famille, avoir des choses trop réalistes en fait sur la présence du défunt? Peut-être, oui, ça peut être un frein, le fait que ce soit trop réaliste. Donc nous, on n'est pas encore dans la réalité augmentée. Nous, on veut vraiment... Mais parce que c'est un choix technologique ou c'est un choix éthique? C'est un choix vis-à-vis des clients que vous avez? C'est un choix... Nous, on voulait vraiment faire quelque chose de complet avec la réalité augmentée. Le concurrent dont on parle, c'est vraiment juste une vidéo qui va passer. Elle ne doit pas faire plus de 130 MO. Enfin, c'est vraiment un stockage restreint. Nous, on voulait vraiment laisser la possibilité à nos clients de faire du sur-mesure, finalement, de s'adapter vraiment à leurs besoins, de mettre une grande quantité de photos, grande quantité de vidéos, et voilà, mettre le texte qu'ils veulent. On ne voulait pas les limiter. C'est vraiment ça. Et vous n'avez pas de réaction des familles sur ces nouveaux outils technologiques qui sont utilisés? Si, alors du coup, on a des réactions comme du type ça encourage le voyeurisme. Ouais. Sauf qu'elles savent pas toutes qu'on peut protéger justement les pages par un mot de passe. Donc ça, voilà, sinon, c'est vrai qu'on a un peu de l'appréhension, mais aussi des acteurs du funéraire finalement aussi. Et la durée de vie de votre plaque, de combien est-elle? Donc du coup, acier inoxydable, normalement, c'est ad vitam aeternam, mais il y a aussi la possibilité de, si jamais elle a été mal entretenue ou voilà, il y a eu une dégradation, il y a aussi possibilité de la racheter sur notre site web à l'identique. Philippe Mérable, vous avez lancé un service de retransmission des cérémonies d'obsèques au moment du premier confinement également. Est-ce que cette Toussaint, vous l'avez trouvée plus numérique que les autres aussi? Cette Toussaint en cours, c'est un peu tôt pour répondre. En tous les cas, oui, effectivement, on a lancé un service de retransmission des cérémonies d'obsèques juste après l'application, l'entrée en vigueur du confinement. Parce que pour rappel, il était beaucoup plus dur que le confinement actuel. Et quasiment du jour au lendemain, les familles n'ont pas pu se déplacer, eu la possibilité de se déplacer. Les cérémonies d'obsèques étaient interdites. Donc il y a énormément de familles, on est opérateur funéraire par ailleurs, donc on l'a vraiment senti, énormément de familles qui n'ont pas pu accompagner leurs défunts pour les obsèques. Et en plus, s'ils sont décédés du Covid, ils n'ont pas pu le voir du tout. Oui. Pas de recueillement avant la mise en bière, pas de cérémonie d'obsèques, c'est rien du tout. Et donc du coup, on a décidé de lancer ce service-là. Et d'ailleurs qu'on a proposé gratuitement déjà à l'ensemble des familles qu'on accompagnait, mais également à l'ensemble des opérateurs funéraires, étant donné le contexte très particulier de l'époque. Et donc là... Et ça a été largement adopté? Et ça a été largement adopté parce qu'on l'a offert gratuitement à tout le monde, donc on a eu beaucoup de demandes de familles même qu'on n'accompagnait pas du tout. Et là, ça revient, donc on recommence à avoir des demandes en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ces cérémonies à distance, qu'on est quand même au tout début là, de cette histoire technologique? Le funéraire est assez conservateur quand très même. Conservateur, très conservateur. Ce qu'on peut améliorer, je ne sais pas si on peut l'améliorer, mais en tous les cas, la différence, c'est effectivement que c'est malheureusement un peu plus froid qu'une cérémonie classique, où en fait, une cérémonie d'obsèques, c'est aussi un prétexte pour se recueillir et se retrouver en famille. Ensemble. Ensemble, exactement, et échanger, là où malheureusement on ne peut pas le faire avec une retransmission vidéo. Donc c'est pas parfait, mais ça apporte une solution de backup quand malheureusement on ne peut pas se déplacer. Et ça apporte une réponse aussi aux cérémonies non religieuses qui sont parfois un petit peu courtes. Alors, c'est une retransmission vidéo de la cérémonie, donc ça ne va pas changer la cérémonie en tant que telle. Après, ça peut permettre d'organiser une cérémonie à côté. Ça se développe de plus en plus. Donc, après les obsèques ou un autre jour qui n'a rien à voir, des familles organisent une cérémonie civile dans un lieu qui est plus adéquat à cette cérémonie, moins contraint, qui peut être plus long et plus conforme aux volontés de la personne. Donc là, oui, ça peut permettre d'aller plus loin. Je vais redonner la parole à Claire Sambuc. On a parlé donc de la difficulté aujourd'hui de gérer, de garder la maîtrise des données des défunts, en tout cas pour les proches. Quelles difficultés reste-t-il à soulever dans ce domaine? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on n'arrive pas encore à bien intervenir? Oui, alors c'est vrai que même si la loi a instauré cette possibilité d'organiser le devenir de ces données personnelles, c'est vrai qu'en pratique, on se rend compte qu'il n'y a pas énormément de gens qui le font parce que c'est un droit assez récent. Et en l'absence de directive, les héritiers doivent se confronter à un certain nombre de difficultés.
Tout d'abord, ils ne savent pas forcément l'étendue de la vie numérique de la personne. C'est vrai que c'est très compliqué de savoir sur combien de réseaux il est, sur combien de sites, combien de boîtes mail il a. Donc il y a déjà cette première difficulté. Et c'est vrai qu'on a aussi une seconde difficulté, c'est que du coup, les personnes vont faire appliquer des volontés qui sont supposées du défunt. On ne peut pas vraiment savoir s'il n'a pas laissé directive ce qu'il voulait. Donc c'est vraiment une double problématique, à la fois pour la personne qui laisse ses données et pour les héritiers. Et alors concrètement, comment on fait pour préparer son testament numérique, même si vous trouvez que ce terme est un peu exagéré, mais en tout cas pour exprimer ses volontés quant à l'avenir de nos données post-mortem? Alors déjà, je pense qu'il faut effectivement en parler avec ses proches, c'est la première chose à faire, ou même avec son notaire, effectivement. Et du coup, nous, on a développé une plateforme qui s'appelle Deuil numérique, donc qui est en cours de développement, et qui permet d'enregistrer de son vivant et de manière sécurisée ses volontés pour chaque compte dont la personne est titulaire. Et à sa mort, nous serons chargés d'exécuter les volontés selon ces directives. Il y a une validation par justement un notaire? Non, tout se fait sur la plateforme en ligne. Il n'y a pas de validation par notaire. Alors comment on peut s'assurer du statut et de la validité de ces directives? Généralement, il y a un ayant droit qui est également dans la boucle et à qui on se réfère pour effectuer ces volontés. Et au-delà de la plateforme numérique, les notaires sont plutôt ouverts à ce type de démarche aujourd'hui? Je pense que ça se démocratise de plus en plus, effectivement, parce que c'est vrai que comme le funéraire, c'est que les notaires sont quand même ancrés, pas vraiment dans la modernité, on va dire, et je pense qu'ils s'emparent du sujet et qu'ils vont développer ce pan-là de la vie numérique. Philippe Mérable. Oui, je voulais juste compléter, c'est également un service qu'on propose, donc de pouvoir stocker l'ensemble de ces comptes et informations et donner des directives pour une fois qu'on sera décédé. Donc nous, il est déjà live et déjà utilisé ce service. Et donc les notaires, au contraire, c'est un outil pour eux parce que jusqu'à présent, ils ne géraient pas du tout cette partie-là. Ils étaient vraiment sur la partie successorale les biens immobiliers, capitaux, etc. Et ne géraient pas les volontés numériques. Et donc, en gros, ça leur donne plutôt un outil et des informations pour aller plus loin dans leur métier. Donc, c'est des choses qui sont en train de se développer. Comment expliquer que, justement, ce milieu soit si fermé ou réticent à l'égard des nouvelles technologies? Eh bien, moi, je pense que le métier des pompes funèbres, c'est vraiment encore perçu comme un métier artisanal. C'est avec des matières nobles comme le marbre. Les plaques qu'on retrouve souvent en pompes funèbres, c'est du marbre. Et c'est vrai qu'en parlant avec eux, les clients aussi sont attachés justement à ces produits en marbre qui sont pas forcément innovants, et on n'est pas vraiment dans caractère éternel aussi, peut-être. Peut-être aussi, peut-être. Et voilà, donc c'est... Et au niveau du coût, est-ce que aujourd'hui ça coûte moins cher, par exemple, d'utiliser une plaque funéraire connectée? Nous, on se situe création d'un mémorial et d'une plaque funéraire connectée, on est à 250 € TTC. Donc on est un petit peu plus cher que des plaques traditionnelles en pompe funèbre, mais on apporte aussi ce côté novateur avec les nouvelles technologies. Et ça veut dire qu'il faut que la famille l'entretienne aussi et envoie des données régulièrement. Enfin, il y a une gestion derrière. C'est ça, donc pas forcément régulièrement. Elles peuvent le faire petit à petit, d'abord commencer par du texte, puis après envoyer les photos, ou alors inversement. Et puis voilà, on peut l'agrémenter tout au long de... Finalement, il n'y a pas vraiment de durée de vie. Qu'est-ce que vous conseillez aux internautes concernant leur testament, sur leurs données? Est-ce qu'il faut s'y prendre dès maintenant? Est-ce qu'il faut s'en occuper au fur et à mesure? Comment on s'organise? Alors dès maintenant, ça dépend l'âge de chacun. Nos données numériques évoluent en permanence. On a une vie numérique tout le temps. Donc le faire trop tôt, ça n'a pas d'utilité parce que ça va évoluer en permanence. Donc il faut le faire effectivement à un certain âge, ou en tous les cas quand on ressent le besoin de le faire. Et c'est surtout quelque chose sur lequel il faut revenir régulièrement pour être sûr de mettre à jour ces données. Et également au niveau... Il y a une signature électronique à la fin qui dit que c'est le testament fait en date du dernière mise à jour. Alors c'est pas un testament au sens notarial du terme, c'est vraiment des directives.
Donc c'est moi, utilisateur, je considère que pour mes données Mais personnelles... il est protégé par une signature électronique ou pas du tout? Chez nous, non. Non, Non. d'accord. En fait, il faut créer un compte. Après, ce qu'on demande, par contre, c'est une copie des documents d'identité, parce qu'on va effectivement résilier des comptes importants, notamment les réseaux sociaux, et donc on a besoin de s'assurer de l'identité de la personne. Et on avait besoin de s'assurer également, quand cette personne va décéder, que c'est bien les mêmes personnes en fait qui est décédée et celle qui a laissé les volontés. Donc on vérifie cette partie-là. Et donc oui, donc c'est quelque chose qu'on a besoin d'alimenter et de mettre à jour en continu. Et vous recommandez quoi spécifiquement? D'ordonner la fermeture des comptes au bout de 6 mois, 1 an? De laisser ouverts quelques espaces? Quelle est l'option préférable? En fait, ça c'est variable en fait pour chaque personne comme elle le ressent, et c'est variable en fonction des comptes. Par exemple, il y a quelques familles qui souhaitent conserver la page Facebook parce que ça peut être également un lieu de recueillement. Et d'ailleurs, Facebook propose cette possibilité de transformer les pages en lieu de mémoire. Et il y en a beaucoup qui souhaitent en fait la conserver parce qu'ils ont accès à des photos, à des messages qu'ils ont échangés avec les personnes. Et ça remplace un petit peu les sépultures actuellement en marbre, sauf que c'est beaucoup plus facile d'accès, quoi. Claire Sambuc, est-ce que vous avez vous-même des recommandations à faire à ceux qui nous regardent? Alors nous, c'est vrai qu'on part du principe qu'on veut protéger donc les données personnelles et essayer de faire en sorte qu'ils ne fassent pas l'objet d'un nouveau business. Et c'est vrai que vu que les plateformes numériques s'en servent beaucoup et sont effectivement un peu l'or noir, on va dire, de l'économie, nous, on préférerait effectivement que les données soient supprimées, histoire qu'elles ne soient pas encore l'objet d'un nouveau business après notre mort. Donc c'est vrai qu'on recommande principalement de supprimer les comptes afin de ne pas alimenter à nouveau ce business-là. Et au moment où on donne ces recommandations à la famille là-dessus, est-ce qu'on peut se permettre de changer quelques petites choses sur son histoire? Oui, tout à fait. On peut. Enfin, je suis pas sûre d'avoir bien compris votre question. Vous êtes un spécialiste de l'e-réputation, non, Iprotego? J'imagine que ça, c'est une question qu'on vous pose souvent. Comment faire pour que ma réputation soit la plus belle possible? Ah oui, tout à fait. Effectivement, on peut mettre en avant certains contenus qu'on estime meilleurs pour la personne et essayer effectivement de faire reculer d'autres contenus dans des pages plus lointaines des moteurs de recherche. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles vous pouvez travailler. Tout à fait, on peut manipuler effectivement les résultats de recherche. Bon, c'est bien ce qui me semblait. Alors, il y a aussi des initiatives qui vont encore plus loin aux États-Unis, des startups qui travaillent à des options qui permettraient de télécharger nos cerveaux en attendant qu'on trouve une solution pour nous faire revivre à travers des machines, des ordinateurs. C'est l'avenir de votre métier, ça? Je suis pas sûr. Déjà, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas l'avenir à court terme. C'est des projets très long terme qui vont nécessiter des moyens astronomiques. Et après, donc libre à chacun de se faire une opinion, mais on tombe un petit peu dans les épisodes de Black Mirror où on peut aller au-delà de la mort et ressusciter, entre guillemets, un avatar de la personne. Je vous dis, il ne faut pas se précipiter dans ce genre d'investissement, c'est pas pour tout de suite, je suis d'accord avec vous d'ailleurs. Merci beaucoup Claire Sambuc, juriste spécialiste en droit des nouvelles technologies chez Iprotego. Merci Hugo Fermin, cofondateur de Scan & Learn, et Philippe Mérable de Advitam pour vos éclairages sur la façon dont les technologies peuvent se mettre au service de la transmission de notre héritage. Alors juste après la pause, on part en quête de nouvelles inspiration de la nature. Nous sommes de retour sur le plateau de Smart Tech pour la suite avec Sidney Rostand, fondateur et PDG de Bioxégie. Vous êtes venu me rejoindre pour nous dévoiler de nouveaux exemples d'inspiration, de l'apport du biomimétisme dans la recherche, l'inspiration de la nature dans la création de nouvelles technologies. Alors aujourd'hui, on va porter notre attention sur les stratégies de défense tout particulièrement. Exactement, bonjour Delphine. En 1890, il y avait un inventeur assez connu dans l'aéronautique. On monte loin, dites donc. Exactement, qui s'appelle Clément Ader.
Clément Ader, c'est un des pionniers de l'aviation. Il a fait voler ce qu'on appelle son Néol. C'est un avion, c'est un prototype d'avion. Et dans ses écrits, il décrivait déjà comment il s'inspirait des roussettes d'Inde, c'est des chauves-souris, notamment de leurs tendons et des muscles de l'animal pour créer la voilure de l'éole. On est plus de 10 ans avant les frères Wright, donc Clément Ader est un vrai pionnier de l'aviation. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que c'est assez sérieux pour que l'armée française lui commande 2 autres prototypes, l'avion 2 et l'avion 3. C'est le début en fait de la relation, en France en tout cas, entre le biomimétisme, ou plutôt la bio-inspiration, parce qu'elle était encore candide à l'époque, et la défense, l'armée française. Or aujourd'hui, c'est quelque chose de beaucoup plus répandu. La défense, c'est un marché qui est en pleine croissance à l'échelle mondiale, 4 ou 5% de croissance. L'Allemagne qui augmente ses dépenses de 10%, donc c'est une vraie industrie. En France, ça représente 200 000 emplois, c'est quand même 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires comme secteur. Donc c'est une industrie qui innove énormément. Et les liens, en fait, sont beaucoup plus forts depuis maintenant 30 à 50 ans entre la défense et le biomimétisme, notamment sous l'impulsion des Américains, des États-Unis. Donc l'agence de défense américaine qui investit massivement dans le biomimétisme avec l'Ivy League et le complexe militaro-industriel américain. Alors qu'est-ce que ça donne? Ça donne d'une part des matériaux qui sont extrêmement résistants, des matériaux blindés, des matériaux robustes. On sait que l'équipement militaire est extrêmement mis sous contrainte, non seulement en situation de combat, mais aussi dans le temps, tout simplement. Ça donne évidemment tout ce qui touche à la furtivité, le camouflage visuel, le camouflage auditif. Ça touche aussi à tout ce qui va être plus conceptuel, donc de l'algorithmique. On sait que les algorithmes, le digital, investit aussi le monde de la défense et le monde des technologies militaires. Alors je vais commencer par le blindage, je pense qu'il y a des très beaux exemples. J'avais parlé de la nacre la dernière fois pour les carburants solides, spatiaux qui sont créés en ce moment même, ou en tout cas qui font l'objet de recherche par l'université militaire chinoise. Mais la nacre, c'est aussi un matériau qui est blindé. Je rappelle que c'est le matériau qui constitue en fait la coquille de certains mollusques et qui est 3000 fois plus résistant que le matériau qui la compose. Le matériau qui la compose, c'est de l'aragonite, mais c'est sa disposition en feuillet. Donc vous avez des plaques en fait comme ça qui se chevauchent, qui permet la répartition des fissures. Mais il n'y a pas que ça. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait les écailles de certains poissons. L'arapaima, c'est un poisson qui est un poisson d'eau douce, on le voit à l'écran. C'est un poisson qui doit résister aux assauts des piranhas. Et donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir une sorte de une juxtaposition spécifique d'écailles solides et d'écailles rigides qui vont éviter la perforation des dents des piranhas, mais qui vont être plongées dans une sorte de matériau souple qui va absorber aussi les chocs, qui va absorber la pression entre les différentes écailles. Et ça, c'est extrêmement intéressant et ça a inspiré des chercheurs américains qui ont créé un matériau souple composé à l'intérieur de petites écailles imprimés en 3D, qui sont juxtaposés avec des angles différents et qui évitent la perforation. Ça, c'est très intéressant. Et ça, on le retrouve où concrètement? C'est très intéressant pour les gilets pare-balles, pour peut-être des tenues par balle, c'est-à-dire plus qu'un gilet, vraiment toute la tenue par balle, et tout ce qui va toucher aux casques, aux équipements en fait qui viennent protéger un soldat. Les transpositions pourraient être appliquées aussi pour certains équipements militaires, mais pour l'instant, c'est les tenues. Et ce qui est l'avantage, c'est que non seulement c'est plus résistant qu'un gilet pare-balles, donc que du Kevlar, tout simple, mais en plus de ça, c'est beaucoup plus léger. Donc, c'est-à-dire qu'il y a aussi une sorte de légèreté pour le soldat, mais aussi une liberté de mouvement, une flexibilité. Et ça, c'est très intéressant et ça montre à quel point il y a des recherches, je l'ai dit, c'est aux États-Unis, donc c'est le Research Office de l'US Army, donc l'armée de terre américaine, qui investit massivement là-dedans, dans du blindage bio-inspiré. Voilà. Deuxième exemple, vous vouliez nous parler du camouflage. Exactement, moi j'adore cet exemple-là. Bon, ça fait longtemps qu'on utilise la nature pour se camoufler. Oui, mais de façon beaucoup plus candide, c'est-à-dire en utilisant des patterns de couleurs, évidemment sur les vêtements des soldats. Comment est-ce qu'on se fend dans la nature? Mais on peut faire beaucoup plus technologique, évidemment, vous en doutez. Allez-y. Les yeux des papillons de nuit sont très opaques. Ils sont notamment capables d'absorber les reflets. Pourquoi? Parce que c'est un papillon nocturne qui doit se défendre des prédateurs. Or, il y a évidemment avec la lune, etc., quand même de la lumière incidente qui se reflète dans les yeux. C'est comme ça que les prédateurs pourraient le repérer, ce papillon de nuit. Donc comment est-ce qu'il va s'y prendre pour se camoufler? Sur la surface de son œil, il a des sortes de picots
donc des cônes, mais à base hexagonale, qui vont être capables d'absorber toute la lumière incidente et donc d'absorber tous les rayons et éviter le reflet. Et ça a été transposé par des universitaires en Floride qui ont créé un matériau anti-reflet. À la base, c'était pour les smartphones. Ce matériau-là, il reprend le principe de picot à la surface, donc c'est invisible évidemment quand vous tenez le smartphone dans la main, mais pour autant, en fait, vous avez beaucoup moins de reflets, donc s'il y a cette même opacité au rayon incident, ça absorbe, ça reflète seulement 0,23% des rayons incidents. Et ça a été transposé par d'autres Américains, justement sous l'impulsion en fait des agences de défense américaines pour créer des optiques camouflées. On sait que les optiques, c'est de plus en plus important pour les soldats des forces spéciales, pour les blindés, etc. C'est des capacités de détection. Comment est-ce qu'on fait pour éviter justement les... Alors, on n'a plus beaucoup de temps, mais je voudrais qu'on parle de l'algorithmie. Alors, l'algorithmique, ça m'étonnerait, ça mériterait en fait toute une nouvelle émission. Mais sachez en tout cas qu'effectivement, il y a des investissements considérables qui sont faits dans la cybersécurité. Comment est-ce que la nature se protège des agressions? Alors là, vous avez soit des logiques au niveau d'un organisme, comment fonctionnent les systèmes immunitaires, comment elles repèrent un agent pathogène, comment elles font se défendre par rapport à des agents pathogènes, mais comment est-ce que des super-organismes le font aussi. Et ça inspire des algorithmes plus rapides pour des algorithmes de cybersécurité plus rapides. Ça mériterait encore une fois toute une autre émission, mais en tout cas, il y a beaucoup de recherches qui sont là-dedans. Alors, avec plaisir, Sidney Rostand, pour revenir plus précisément sur cette organisation de la défense avec les algorithmes. Sidney Rostand, fondateur et PDG de Bioxégie. Nous, avant de se quitter, on va terminer avec une innovation pour les runners. À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry nous partage une de ses trouvailles. Alors, vous l'aurez remarqué, Cécilia n'est pas en plateau avec moi pour cette période de reconfinement. Nous préférons éviter les déplacements. Aujourd'hui, elle a choisi de nous parler d'une nappe concentrée de tech qui a reçu un award de l'innovation au CES de Las Vegas. Allez, on regarde tout de suite. Aujourd'hui, je vous parle d'une start-up qui pourrait bien vous être utile. Si comme moi, vous êtes enfermé chez vous, cette application peut peut-être vous servir pour optimiser votre petite heure de sortie quotidienne. Il s'agit de Running City, une application qui révolutionne à la fois les pratiques des joggers mais aussi celles des touristes. Une application totalement gratuite pour ses utilisateurs. 2 personnes sont à l'origine de cette application, 2 ex-dirigeants de sociétés qui sont aussi joggers et c'est de là que tout est parti. Lors d'un énième voyage d'affaires, ils sont tous 2 partis d'un constat: aucun hôtel, que l'on soit en voyage ou en voyage de travail ou en voyage touristique, n'est capable de proposer un itinéraire de course sympa pour aller découvrir un petit peu la ville, parce qu'en voyage d'affaires, par exemple, c'est le meilleur moment de découvrir la ville dans laquelle on est. Alors, il suffit de tourner au mauvais coin de rue pour tomber sur un coin pas si sympa que ça, alors qu'en tournant à droite, on aurait pu découvrir peut-être la plus belle ville du monde. L'idée est donc née, créer une application qui réunit un GPS vocal, comme sur Waze par exemple, et coupler ça avec un audio guide multimédia et multilingue. Et ça peut s'appliquer en voyage comme à côté de chez vous à Paris. Par exemple, l'application propose 60 itinéraires, de quoi renouveler sa balade quotidienne. Alors concrètement, il y a 2 façons de l'utiliser. La première, dans le cas où vous êtes déjà prêt à sortir, à aller vous balader, vous n'avez qu'à ouvrir l'application qui va vous géolocaliser grâce à son système GPS. Là, elle va vous proposer l'itinéraire disponible le plus près de vous avec des points clés à découvrir. Ensuite, vous n'avez plus qu'à appuyer sur Go et c'est parti. Mais si vous souhaitez partir en voyage, quand ce sera possible évidemment, vous pouvez faire une recherche par pays, par ville et par adresse. Vous pouvez aussi faire une recherche par thème si vous avez plutôt envie d'aller explorer tel ou tel type de monument, ou alors si vous voulez un parcours plutôt sportif avec des côtes à monter par exemple, c'est possible. Vous n'avez qu'à vous laisser guider. Et grâce au GPS vocal, on peut courir avec le smartphone accroché au bras sans avoir à le regarder. Mais si vous voulez le regarder, il y a aussi toute une partie multimédia qui est développée avec les photos des monuments que vous êtes en train de découvrir. En plus, au-delà de la description classique de ces monuments, vous avez même droit à des anecdotes sympas sur la ville ou les alentours dans lesquels vous vous trouvez. Alors Running City explore 51 pays sur les 5 continents. Ça fait 1300
300 parcours qui sont enregistrés dans l'application dans 215 villes du monde. Et aujourd'hui, l'application se développe pour répondre à tous les besoins et tous les usages. Elle propose des itinéraires à vélo, des itinéraires à trottinette, mais aussi à poussette pour les parents. Et puis elle a même développé un parcours accessible aux fauteuils roulants. Pour finir, cette combinaison innovante ne plaît pas qu'aux particuliers. Avec un tel catalogue de parcours, la start-up a attiré l'attention des grands acteurs du marché du tourisme. Elle a vendu sa solution innovante à Air France, par exemple, qui compte bien profiter de toutes les données touristiques compilées par l'application. Et puis, il se dit qu'un contrat tout frais vient d'être signé avec un opérateur de bus touristique à l'international. Un bel avenir pour une start-up made in France. Et voilà, c'est presque la fin de cette émission. J'espère que vous aurez apprécié comme moi ces nouvelles découvertes et réflexions autour du numérique. Alors vous allez retrouver Cécilia Sévry dans quelques instants pour le Lab Startup. Et moi je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.